Bonjour, aujourd'hui, voyons l'équipe d'experts dont vous présenter la Nouvelle-France, plus particulièrement les marchands. Avant de vous parler plus en détail sur les marchands de Nouvelle-France, je donne une brève explication de leur vie quotidienne et de leur salaire. En gros, ce sont les marchands et les négociants qui sont la source principale de revenus pour la Nouvelle-France. La vie dans les villes est organisée autour de ces marchands qui sont au sommet de l'hiérarchie commerciale. La plupart des produits commerciaux viennent des étrangers comme la France, la Nouvelle-Angleterre et les Antilles. Officiellement, les bénéfices sont à l'ordre de 20 à 30%, mais seulement en temps de pic. Pendant la guerre, le commerce international rapporte plus de 100%, mais naturellement, c'est beaucoup plus risqué pour ces marchands. En général, les marchands et les négociants durant leur époque sont assez riches. Leurs finances balancent entre 25 000 à 30 000 livres. Les marchands détaillants et les petits amateurs sont les responsables d'assurer le cabotage entre Louisbourg, Montréal et Québec. Et les marchands équipiers de Montréal occupent de la deuxième rang de l'hiérarchie. Le commerce de détail et le cabotage ne rapportent pas suffisamment d'argent pour organiser les grandes soirées. On peut quand même se procurer quelques articles de luxe comme l'argenterie, porcelaine et les habits importés de Paris. En 1717, les marchands de la Nouvelle-France suivent leurs confrères de certaines villes de la France et se réunissent à Québec, à Montréal et à chaque jour dans un lieu qui s'appelle la Bourse. Les femmes et les enfants tiennent les registres et gèrent le commerce en l'absence du mari. En plus, les enfants étudient pour prendre place de leurs parents ou pour ouvrir leur propre magasin. Les marchands participent activement à la vie paroissiale et à la vie communautaire. En plus, la grande majorité des fonctions publiques sont exercées au XVIIIe siècle par les marchands et les bourgeois. Ils sont censés aider les pauvres, financer les œuvres de bienveillance et ériger les églises. Et maintenant, on va transitionner à un expert du marché public, Logan Dunn. À cause de l'épidémie récente, mon groupe d'experts doit vous parler en vidéoconférence à la maison. Merci Luc pour cette occasion de parler sur les marchés publics. Alors commençons-nous. Il est évident que c'est sur les places d'armes que les soldats semblent pour leurs exercices militaires et défilés qui attirent d'ailleurs de grandes foules. Cependant, c'est sur les places publiques que les paysans apportent leurs divers produits. Ceci peut être du bétail, du gibier, du poisson, des grains et des légumes. On organise donc le marché public 2 fois par semaine. Ceux-ci sont le mardi et le vendredi. Ces jours-là, l'activité est fébrile. On se dispute les meilleures places et c'est au point que la Ville de Québec finit par émettre une ordonnance pour y mettre bon ordre. Dont je cite, ayant été informé que les hommes et les femmes qui tiennent le marché dans la place de la base ville causent un scandale qui fait peine à tout le monde en se mettant à la porte de l'église et en faisant un bruit par les disputes qu'ils ont avec ceux qui leur achètent, qui troublent le service divin, puisque la sainteté de ce lieu, qui devrait imprimer du respect à tout le monde, n'empêche point ce désordre pour y parvenir. Nous faisons défense à toute personne d'étaler leurs marchandises à la porte de la dite église, et particulièrement pendant le service divin, pendant lequel nous faisons aussi défense de parler assez haut pour causer du scandale à ceux qui assisteront, leur ordonnant de se mettre au milieu de la place ou dans les côtés d'icelle en laissant un passage le long des maisons, le tout à peine de 10 livres d'amende contre chacun des contrevenants. La dite amende applicable à la dite église. Donc voici une situation qui démontre la citation que moi et mon équipe d'experts vous démontrer maintenant. Souliers à vendre, qui veut des souliers? Souliers à vendre. Ah, j'aimerais les Ah, souliers. vous voulez des souliers? 5 $, monsieur. Ah, 5 $, tiens. Merci. Est-ce que vous voulez d'autres choses par hasard? Ah, ouais, j'aimerais. Laissez-moi aller voir. Oh, j'ai ça si vous voulez. Est-ce que c'est 10 $? Non, non, c'est juste 5 $. Ah. Merci. Alors, Vous pouvez prendre vos choses. Merci. Merci Au revoir, et au bonne revoir. journée. Mais qu'est-ce que vous faisiez en train de vendre des trucs à côté de l'église? Vous faisiez trop de bruit, dégagez. Mais là,
On doit vendre nos choses, on s'en fout de l'église. Mais vendez des trucs près des villages d'autres personnes. Vous êtes trop de bruit, personne ne peut prier à côté de l'église. La police veille également à ce que les marchands se gardent de surévaluer leurs denrées. Aussi, un policier est toujours sur place pour protéger les bonnes gens des voleurs. Parfois, des autochtones montent à la ville pour y vendre leurs fourrures sur la place publique. Puis, ils s'arrêtent dans un des cabarets qui leur sont réservés et qui sont organisés de telle sorte qu'ils laissent souvent la totalité de ce qu'ils ont gagné en vendant leurs produits sur la place. Après cette bonne explication des marchés publics, on va maintenant aller à l'expert traité des fourrures à Soignon Pietra Cuba. Merci Luc, maintenant il est à mon tour de vous présenter quelques de mes faits. En effet, il est difficile de surévaluer l'importance de la fourrure dans le développement historique de la Nouvelle-France. En effet, c'est cette ressource qui a incité les Français à établir une présence permanente dans la ville de Saint-Laurent au début du XVIIe siècle et a poursuivi par la suite leur activité dans la région des Grands Lacs, les vallées du Mississippi, l'Ohio, l'Illinois et bien sûr dans le bassin hydrographique de la baie d'Hudson. Dans ces vastes étendues du continent nord-américain, les Français ont lancé une entreprise commerciale ambitieuse en vue de répondre à la demande européenne de la fourrure. Cette entreprise, appelée la traite des fourrures, terme dont la simplicité n'est qu'apparente, avait des dimensions économiques, sociales et politiques complexes et a façonné l'expérience coloniale française de diverses manières. Même si la valeur annuelle était que dérisoire par rapport à celle de la pêche de la morue dans l'Atlantique Nord, la traite des fourrures était le moteur économique de la Nouvelle-France. Elle finançait des initiatives d'exploration, d'évaluation et de peuplement tout en assurant le revenu aux habitants et en permettant aux autorités, aux marchands et aux investisseurs de faire fortune. De plus, la traite de fourrure a influé sur la mobilité et le peuplement en Nouvelle-France, car elle exigeait une main-d'œuvre itinérante et des postes de traite intérieurs. Certains de ces postes, Québec, Détroit, Green Bay, entre autres, sont devenus des noyaux d'agglomération permanente. Les autochtones sont chargés de chasser les animaux à fourrure ou d'obtenir des fourrures de nations éloignées, puis de les échanger avec les Français. Ces échanges se font dans les postes de traite, généralement construits près des cours d'eau, principalement les voies de transport de l'époque. Une fois arrivées dans la vallée du Saint-Laurent, les fourrures sont expédiées par les commerçants français en France, où elles seront transformées. Ceci porte fin à notre documentaire. Nous espérions que vous aimiez notre documentaire et que vous avez appris plus sur les marchands de la Nouvelle-France. Merci et à la prochaine documentaire.